l'élévation. Non, c'est dans votre monde que le noir signifie le deuil. Tout à fait. C'est vrai. On dit que la nuit porte conseil. Oui. Les meilleurs conseils qu'on a, c'est dans la nuit. C'est pas le jour. La source de la lumière, c'est le noir. Même le soleil. Vous avez vu les plaques solaires, pourquoi c'est noir? C'est le noir. C'est la plus belle de toutes les couleurs. La plus belle. D'accord. Bon. Dominique Autré, bonjour. Bonjour Claudia Essia, bonjour aux téléspectateurs, bonjour Bonbon Bengal. Très bien loué votre foulard ce matin. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Bonjour mon beau. J'apprécie votre Bonbon Bengal. J'apprécie votre tenue. On se serait attendu à ce que vous nous fassiez point. Bonjour Claudia. Merci Dominique. Bambar Bengal, bonjour. Bonjour ma fille Claudia. Bonjour à monsieur Tchevenge Mombo. Merci, félicitations. Là, je suis heureux. Il fait un bon travail. Oui, oui, tout à fait. Quand je vois ma fille heureuse, c'est bien. Très bien. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Claudia, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour à nos téléspectateurs. D'ici la fin de l'année, je vais la vendre aussi. Le message est passé ce matin. On espère que ce n'est pas entré dans les oreilles des sous. Passer la fin de l'année, vraiment, on va lui donner un mari. Dominique Audrey avec les balles perdues. Ok, nous y reviendrons. Dominique Autré, pourquoi Charles Amel tire la bouche? Non, malheur à ceux qui n'ont pas de filles. Il n'a pas envie de parler ce matin. Je vous ai dit que c'est la semaine de la paix. Oui. Vous n'étiez pas en paix avant-hier ni hier. Si, j'étais en paix. Hier, bon. L'histoire de ce matin, Dominique. Bonjour le Zénith. Moi, c'est Gabriel. Je viens d'un village dans la région de l'Ouest Cameroun. Depuis dimanche dernier, le 20 août précisément 2023, ma tante est venue au village avec son pasteur, une femme, pour baptiser mon oncle, désormais grand-père, dans leur église de réveil. Il lui a été demandé de renoncer aux us et coutumes de la chefferie pour laquelle il est à la tête. Ce soi-disant baptême s'est déroulé en présence de quelques oncles et tantes de notre famille et quelques personnes du village. Je tiens à rappeler qu'il fait partie des 9 de la grande chefferie de notre village. Dans ma famille, ça ne va plus. Ma grand-mère est dépassée. Elle a passé tout le temps, tous les jours à pleurer. Elle n'arrive plus à manger, elle ne dort plus et elle n'a pas pris part à cette cérémonie. Ma question est de savoir si un pasteur a le droit de venir déstabiliser toute une famille de la sorte, de déstabiliser une chefferie et un village et même le peuple de ce village. Si la population s'était révoltée, qu'aurait-elle fait? Peut-on tourner le dos aussi radicalement à la tradition, c'est-à-dire passer de la tradition à la tradition judéo-chrétienne en une fraction de seconde? Quelles sont les répercussions que cela peut avoir, non seulement pour le représentant, le successeur, notre oncle aujourd'hui, et sur nous autres qui ne sommes pas partisans de cette nouvelle orientation donnée à la famille? Donc c'est la femme de ce monsieur qui est venu avec non, c'est un neveu. C'est un neveu. Le neveu envoie l'histoire de son oncle. Donc, il y a une tante dans la famille qui est à l'église. Et elle a dit que vraiment, les trucs que vous faites là, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Dieu est contre ça. Et elle a réussi à convertir l'oncle qui a été désigné comme le grand-père. Oui. En plus d'être le grand-père dans la famille, il a également succédé, comme on l'a dit sur ce plateau, à toutes les responsabilités traditionnelles que son grand-père avait au niveau de la chefferie, au niveau du village et tout. Ce qui fait qu'en acceptant le baptême, la renaissance, comme il est né de nouveau, oui, il a tourné définitivement le dos à la tradition et à son poste parmi les 9 de la grande chefferie du village. Donc maintenant, le neveu demande comment est-ce que ça va se passer, puisque celui-là a décidé d'aller à l'église et de tourner le dos à la tradition. Qui va le remplacer? Quelles sont les répercussions si quelqu'un décide de tourner le dos à la tradition pour se retourner vers l'église? Et comment vivre désormais dans une telle famille? Comment est-ce que ça va se passer? D'accord. Merci Dominique Autré pour l'histoire de ce matin. Bonbon Bengan.
Quelle analyse faites-vous de cette histoire? D'abord l'observation, avec ma fille, même ma fille Dominique Audrey. Tourner le dos à la tradition, vous voyez, donc ça gêne. Comment d'abord commencer à changer votre logiciel? Lorsque vous êtes judéo-chrétien, c'est une tradition. Oui. Voilà. Dites simplement, lorsque vous tournez le dos à la tradition négro-africaine pour la tradition judéo-chrétienne. Okay. Mais quand on dit à la tradition, c'est comme si on voulait hiérarchiser des choses. D'abord, il faut faire ces observations-là. Deuxièmement, lorsque le 5 novembre 1849, Bekima Bilé obtenait le nom de Smith, donc le premier chrétien baptisé au Cameroun, il s'était dit des choses. Il y a eu des engagements qui avaient été pris, notamment parce qu'il dit l'Ouest, qui est, à l'époque, on parlait de 3 missions, la mission française, la mission de Bâle et tout, qui sont devenus aujourd'hui UEBC, EEC et tout ce que on sait, j'allais dire ces configurations-là. Les amis d'Alfred Sacker de Foulet n'ont plus respecté des engagements. Il était dit à l'époque que c'est nous qui avons donné nos enfants. Parce que pour l'Africain, son cerveau est élastique. L'autre peut être prénable. Et au point où même l'arrière-grand-père de l'actuel sultan Bamoun, parce qu'il faut dire des choses comme cela, ça se passe, en réunion avec le pasteur Élie Allégret, il s'est trouvé que le sultan, roi de Bamoun, voulait lui aussi être évangélisé, chrétien. Mais là, les femmes, le pasteur Élie Allégret dit non. Si vous acceptez la polygamie, on vous coupe les vivres. Voilà comment la mission française qui est devenue église évangélique aujourd'hui ne veut pas baisser. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses de telle manière qu'on vous dit, bon, chacun reste dans son couloir. Oui. Nos enfants qui ont des responsabilités familiales devront rester là-bas, dans l'encadrement de la famille. Vous aussi, si vous voulez évangéliser, ceux qui n'ont pas de responsabilités familiales doivent être allés. Mais au fil du temps, que ce soit l'ancienne mission française, l'ancienne église de Bâle, la mission protestante américaine qui a accouché 2 autres, la Presbyterian Church of Cameroon, l'église presbytérienne camerounaise et tous ces trucs, ne parlons pas de l'église catholique romaine et tout, ils sont venus chambouler tout. En refusant de respecter ses engagements de départ, redevivage chrétien, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, c'est une guerre qu'ils ont engagée pour tuer la culture africaine et camerounaise pour le cas du Cameroun. Donc même Bilé, le premier chrétien baptisé le 5 novembre 1849, vous voyez bien que l'église est venue commencer là pour ce cas précis, 1849. Mais avant 1849, nous sommes à l'ouest, les noms comme Sipa, Dieu est. Sikati, Dieu ne dort. Oui. C'est pas Alfred Sacker qui nous les a montrés. Fopoussi, le chef est Dieu. Vous voyez donc que les gens qui parlaient de la civilisation de ceci, ils ne savent même pas ce qu'on appelle civilisation. Voilà où ces églises abrahamiques là, pour le cas précis, ces judéo-chrétiennes, ils sont dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre. Bon, leur Dieu est donc un Dieu de la guerre. Et quel est ce Dieu de la guerre qu'il nous ment en disant qu'il est miséricordieux? Quand vous lisez la Bible Genèse, on vous dira que Josué est le fils de Nour. Nour, c'est le Dieu de la guerre chez les Juifs. Et même le Dieu de la Bible a déjà tué 2 270 000 personnes. Il a tué. Le diable, qu'on dit là qu'il est méchant, il n'a tué que 10 personnes. Les enfants de Job. Bon, vous voyez donc comment il continue, avec les croisades d'hier, continue de manière malicieuse
pour venir tubuler les choses. Moi, j'expliquais cela parce que Charles Hamel va entrer dans les détails. Pour vous dire qu'en fait, lorsque ces choses commencent à arriver, nous, on connaît Dieu avant eux. Et une femme, apparemment chez eux, on étronise même les femmes, on consacre les femmes pasteurs. Mais une femme pasteur qui est en période de menstruation peut-elle bénir l'Eucharistie alors qu'elle est sale? Oui, dans chez eux même ils disent ça. Comment on bénit, on consacre les femmes pasteurs? Vous voyez, ils sont dans des contradictions qui sont en train aujourd'hui de détruire même leur propre civilisation occidentale. Comme si cela ne suffisait pas, ils viennent chez nous. Continuez. Donc en fait, comme c'est ça le cas, sortez des églises. Sortez des églises. Donc prochainement, même l'harmonie que recommandent nos ancêtres va nous obliger désormais à nous mettre en ordre de bataille, de guerre. Je termine par ma propre famille a été évangélisée, chrétien catholique, chrétien protestant et témoin de Jéhovah. Pendant plus de 70 ans, les gens ne se sont pas parlé. Wow. Oui, c'était ça. Donc vous voyez cela, jusqu'aujourd'hui, pour que je tienne une réunion de famille, il faut que je m'arrime au calendrier des témoins de Jéhovah. Quand ils ont leur convention, on a un surpan d'abord. Si les catholiques sont dans leur carême ou dans leur truc, vous ne pouvez pas. L'église chrétienne sont dans leur calendrier de Sainte Seine. Il faut impliquer cela. Mais vous adoptez ça, vous les laissez faire les choses, vous voulez donc tenir une autre. Et c'est encore eux qui viennent encore commencer à vouloir prier. Je leur ai dit donc un jour, il y a même ceux qui sont musulmans. Quand vous allez donc prier, vous priez même en réunion de famille. Puisque là, les musulmans n'acceptent pas que les chrétiens prient. Voilà donc dans quelle situation la société est désorganisée. C'est très grave. Mais l'homme et la femme, pasteur et ces messieurs, ils vont voir ce que la culture de l'Ouest va leur réserver. D'accord. Charles Hamel, est-ce qu'un pasteur a le droit de venir déstabiliser toute une famille ou une chefferie de la sorte? La bonne question, c'est est-ce qu'une femme d'une concession a le droit d'introduire un concept autre que celui de la concession? Le pasteur n'est pas venu de ses propres chefs. Oui. Ça a commencé par la femme, entre guillemets, de ce neuf. La tante? La femme, je dis la femme. Je dis la femme, je ne dis pas la sœur. La femme de ce notable qu'on a impliqué dans l'affaire et la tante qui est venue avec le pasteur. Rien ne commence si ça n'a chauffé dans les oreilles de l'homme dans la nuit. Ça commence toujours par la femme. Vous vous rendez donc compte que c'est la femme qui porte, on lui a confié la responsabilité de porter le monde, mais c'est la femme elle-même qui introduit encore dans ce monde les mêmes saletés. Rentrez dans la Bible, Adam et Ève, vous comprendrez l'histoire de la pomme. Donc, vous vous rendez donc compte qu'ici, c'est la femme qui est dangereuse. Première question, est-ce que l'homme est vraiment un œuf? Je vous dirais non. Je mettrais entre guillemets, parce que quelqu'un qui a dit c'est ma chose, c'est notre chose, je prends ma chose, j'assume les fonctions, ne peut pas se permettre de poser un acte parce qu'il a des choses qu'il a pris, il a un ensemble de rituels qu'il a fait pour être à ce niveau. C'est une initiation qui n'a pas commencé lorsqu'il a pris la chaise, c'est une initiation qui a été faite avant même qu'il ne soit assis sur cette chaise, parce que le parent prépare son successeur des jours avant, des semaines avant de pouvoir partir. Donc, ici, je mets déjà entre guillemets cette fameuse succession, ce fameux neuf, première chose. Lorsque vous avez pris des choses, que ce soit dans les différentes sociétés secrètes, lorsque vous vous apprêtez à remettre, à sortir, à aller vous rassembler, vous attendez le jour de la réunion. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Vous attendez le jour de la réunion
Et ce jour, vous dites, mes frères, je ne peux plus assumer les fonctions de trésorier, je ne peux plus assumer, je dis n'importe quoi pour rester dans votre monde. Les fonctions de censeur, je ne peux plus assumer les fonctions de président. Je souhaite me décharger de mes responsabilités. Raison pour laquelle j'ai amené le cahier, raison pour laquelle j'ai amené les livres de compte, raison pour laquelle j'ai amené le cachet, le rapport d'activité. Ça, c'est pour rester dans votre monde. J'ai décidé, pour que vous compreniez, j'ai décidé de déposer. On va lui poser la question. Comme tu choisis de partir, qui te remplace? Voilà. Qui te remplace? Il dit, ok, je vous amènerai celui qui va me remplacer dans 6, dans 7, dans 9 jours. Patientez, je viendrai avec la personne. Il rentre, organise un conseil de famille où il dit à la famille, j'ai de nouvelles visions, j'ai un nouvel horizon qui se présente à moi. Je ne suis plus prêt à assumer les fonctions qui sont les miennes. Raison pour laquelle j'ai décidé de passer du flambeau à telle personne qui désormais prendra. Comme je suis en vie, je ne peux pas le donner à mon fils, ça sera le tuer, je préfère donner à mon frère. C'est le tuer. Si je donne à mon fils étant vivant, c'est le tuer. Je préfère le donner à mon frère. À la fin, lorsque mon frère ne sera pas là, il redonnera cela à mon fils afin que la lignée se perpétue. Raison pour laquelle je vous ai tous conviés. Lorsque les gens acceptent et valident, parce qu'il y a une deuxième justification qu'il doit donner au niveau de la famille, lorsque tout le monde est d'accord, il doit frapper sa main droite derrière l'épaule de la personne qu'il a choisie. Il frappe en disant aujourd'hui c'est toi et il le fait asseoir sur la chaise. Le jour qu'il a donné, il prend la personne, il la ramène en disant à partir d'aujourd'hui c'est telle personne qui va devoir s'asseoir, veuillez l'accueillir. On organise le rituel. Il est déchargé littéralement de tout. Lorsqu'il est déchargé et qu'il a tout restitué, il peut désormais sortir de la concession dans laquelle il ne rentrera plus. Il ne rentrera plus. Parce que s'il rentre, il rentre comme quelqu'un qui veut récupérer. Ah bon? Il ne rentrera plus dans la concession. Oui, dans la concession, là où se trouve, quand je dis la concession, ce n'est pas le terrain. Quand je dis c'est le lieu, le lieu, c'est le lieu saint. Ce lieu saint, il ne pourra plus accéder à ce lieu saint. Donc, il ne pourra plus accéder sans que ce ne soit celui qui l'a délégué, qui l'y amène ou qui l'y invite. Donc, il ne pourra plus. Ça sera considéré comme... Il ne pourra plus siéger à la réunion comme membre de la réunion parce que ce sera déjà retiré. Donc, voilà ce que ce neuf, s'il avait été... Non, s'il avait été vraiment neuf, aurait fait. Étant donné donc qu'il ne l'a pas fait et qu'il a décidé qu'on entre dans la concession, écoute, il a véritablement entraîné donc une malchance dans cette famille. Il a entré. Et même si le frère venait à mourir et que lui, il était vivant, on ne lui remettrait pas. On ne lui remettrait pas. C'est important de savoir. Il n'y a pas de marche. Il faut qu'il parte pour que ça rentre dans sa génération, ça rentre dans sa lignée. Donc, c'est la règle. Le grand-père, il la garde dans la famille. Non, il ne peut plus la garder. La fonction de grand-père est ajustée. Non, dissociable. Vous ne pouvez pas. C'est terminé. Il a passé le relais. Vous pouvez perdre votre rang par rapport aux actes que vous posez. Vous avez versé le sang, vous avez commis l'inceste, quel que soit le rang que vous avez, même chef, on vous démet de vos fonctions par rapport à cela. Ce n'est pas ad vitam aeternam. Donc à ce niveau, il a commis de grosses... Quelles sont les conséquences qui peuvent découler? Non, la conséquence c'est pour la famille. Parce qu'en allant faire allégeance à cet autre individu, on va le vider de ce qu'il a comme son énergie, on ne va pas détruire. On va le vider de ce qu'il a comme son énergie. Ça suppose que ce pasteur lui-même qui vient n'est pas simple. Parce qu'il saurait venir s'attaquer. Ils me diront Dieu au-dessus de tout. J'ai ri. Bon, c'est pour dire qu'il viendra, il a une visée. Venir récupérer, viser pour ajuster sur ce qu'il a lui-même personnellement. Donc en venant le convertir de cette église, il doit le sortir. Parce que lorsqu'on vous baptise, on vous donne un nouveau nom, on vous fait entrer dans la nouvelle famille. Ce que les gars, le neveu qui a écrit doit faire, c'est rapidement organiser une réunion de famille, prendre les décisions qu'il faut. Il n'est pas le grand-père, il n'est pas le chef de la famille, il n'est pas le successeur du descendant. Il faudrait donc désormais qu'ils organisent une réunion, que les aînés et les plus vieux, les doyens,
prennent la décision et remettent rapidement le cycle en marche. Ça suppose que lorsqu'ils vont finir de faire la réunion, ils font le procès verbal. Ils établissent le procès verbal de cette réunion. Ils descendent à la grande cour royale. Ils saisissent le chef en lui disant, à partir de tel jour, nous ne le connaissons plus tel comme étant fils, comme étant tel, comme portant tel nom. Nous ne le reconnaissons plus. Il ne parlera plus au nom de notre famille. Nous avons choisi une autre personne. Et le chef posera la question de savoir pourquoi. Ils vont lui dire, il a fait un choix autre que celui de la tradition négro-africaine, autre que... Et voilà les preuves qui attestent. Nous avons décidé dans la famille le mettre à côté. Voici telle personne. La demande de quoi? De Dieu, la demande que vous allez rendre compte à votre supérieur. C'est la famille. Il peut accepter comme il peut refuser. Lorsqu'on estronise même le chef, si tout le village ne vient pas lui faire allégeance, c'est un problème. Si le village dit qu'on ne se reconnaît pas dans tel individu, il va gouverner comment? C'est la famille. Quand je dis la famille, c'est toute la famille qui se déplace et arrive à la chefferie en disant on ne reconnaît plus tel parce que. Le chef a dit ok, j'ai compris. Organisez la date où vous souhaitez installer, vous me tenez informé, je viendrai. C'est vrai que derrière, il va mener des enquêtes pour essayer de ramener l'autre à la raison. Mais quelqu'un qui a déjà accepté de se faire baptiser, eh bien, il a sorti la marque et un pardon. Ce garçon, pour que, on va dire, la famille ne soit pas disloquée, divisée, ne soit pas abattue parce qu'il n'y aura plus personne qui va veiller sur les mains des ancêtres. Il faudrait qu'ils organisent rapidement cette réunion qui descend à la cour royale, qu'on annonce et que lui, on retire son nom, on retire sa chaise et on ne le remplace par quelqu'un d'autre. Il peut baptiser et continuer d'être le grand. Non. Les deux ne peuvent pas. Non. Ça, moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi? Le grand-père siégeait là où la nouvelle église dit que c'est la sorcellerie. Il va donc siéger à comment? Il ne peut plus. Siège et dimanche, il va prier. Non. Non. Parce que notre langue là, quand vous dites prenez ceci est mon corps, mangez, prenez ceci est mon sang, buvez. Nous on ne boit pas le sang de quelqu'un, on ne mange pas la chair de quelqu'un. Donc nous on ne fait pas la sorcellerie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que les gens qui disaient que je suis en même temps ici, en même temps là-bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Soit des deux côtés, vous êtes un prostitué. Quand ça va pas ici, on va là-bas. Non, soit vous êtes un prostitué. C'est pas généralement non, de nos jours. vous ne pouvez pas suivre deux lièvres à la fois. Vous ne pouvez pas. Soit vous êtes quelque part. Même dans la Bible, on dit Dieu dit j'ai horreur des tièdes. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Les tièdes, je les vomis. C'est dans la Bible, on le dit dans votre Bible. Donc vous devez faire un choix. Si vous dites que je suis traditionnaliste, vous restez dans votre tradition. Dans la même tradition que vous faites, il y a le bien, il y a le mal. Dans l'église que vous suivez, il y a le bien, il y a le mal. La preuve, toutes les églises aujourd'hui ont tous des procès au tribunal. Ce n'est pas moi. Il y a tellement de procès que ces églises ont au niveau du tribunal. C'est là où il y a Dieu. On dit là où la grâce abonde, le péché surabonde. Donc, ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il a fait un choix. Il a fait un choix de traite. C'est un choix de traite. Non, c'est pareil, c'est un choix de traite. Dans un camp, il a fait la traitise dans un camp. Il doit venir restituer tout ce qu'il a. Il doit venir restituer le sac de son grand-père. Il doit venir restituer. Il vient restituer en disant, je ne suis plus à même de pouvoir vous protéger. Je ne suis plus à même de pouvoir veiller sur vous. Je me retire. Je donne la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. Dominique Autré, il a fait un choix. Il doit assumer les conséquences de ce choix. Oui, je crois que Charles Amel a trouvé les mots justes pour exprimer ce que je pense également, c'est de laisser cet oncle partir parce que son choix, il a été fait. On n'accepte pas de se faire baptiser en un jour. Je crois qu'il a eu le temps d'être évangélisé ou prêché ou converti. On lui a fait voir quels étaient les manquements au niveau de la tradition négro-africaine et quels étaient les avantages de celle judéo-chrétienne. Et là, il a fait son choix. Donc, à ce moment, simplement, organisez-vous pour trouver qui sera le remplaçant. Charles Amel a déjà expliqué comment ça se passe, le frère et tout ça. Donc, laissez-le aller vivre sa vie, tout simplement. Il a choisi de naître de nouveau et on ne peut pas refuser à quelqu'un le choix.
les choix qu'il a déjà été baptisé. Oui, il a déjà été baptisé. On ne peut pas faire machine arrière. Maintenant, ici, à chaque fois, on nous a dit, lorsque quelqu'un est prédestiné ou bien destiné à avoir une responsabilité sur le plan traditionnel, généralement, cette personne a des attaques. Charles Hamel parle généralement d'un monsieur qui a perdu la vue et que ce n'est que lorsqu'il est revenu que... Est-ce qu'il peut pas avoir des attaques? Il peut mourir. Pour ça? Oui. C'est pour ça que j'ai dit que la famille se réunit. C'est la famille qui va décider de la sentence. Il y a sentence. Oui. La famille. Je vous ai dit très poliment qu'il ne rentrera pas dans la concession. La grand-mère est en train de pleurer. Oui, la grand-mère. Voilà. Je dis qu'il y a la sentence. S'il a osé profaner les lieux sacrés, on l'a baptisé, on l'a baptisé dans la concession. Oui. Il y aura retour, il y aura machine. Donc c'est celui qui peut venir et il a paix. C'est pour ça que je dis que c'est la famille qui décide. Je ne suis pas entré profondément, c'est la famille qui décide. Mais il est autorisé à quelqu'un à donner à son fils lorsqu'il a traversé, il atteint l'âge de la retraite traditionnelle. L'âge de la retraite traditionnelle, c'est après 70 ans. 60 ans, 70 ans. Lorsque vous avez atteint 70 ans, vous pouvez dire je suis fatigué, je ne peux plus assumer. Vous déléguez une partie des pouvoirs de manière solennelle à votre enfant. Le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pas que vous avez avalé, c'est à la fin. Lorsque vous allez partir, vous allez revomir. C'est ça qui viendra compléter définitivement son initiation. On l'a vu avec le chief Moukete qui a donné sa succession de son vivant à son fils. Ce n'était pas comment on dit, la succession complète. Non. Le reste, il a pris à la fin. C'est possible quand vous avez atteint l'âge de la retraite. On a vu plusieurs chefs lorsqu'ils ont atteint, dit mes pieds ne tiennent plus debout. Je ne peux plus faire le tour de mon village. Je donne mes pieds à telle personne. On fait le rituel et on attend le laisser comme ça. D'accord. Pamela Fomel, votre point de vue? Je crois que ce matin, avant qu'on ne m'éclaircisse sur l'affaire, je croyais que l'un pouvait se faire avec l'autre. C'est-à-dire qu'on pouvait être en même temps dans les églises et en même temps dans la tradition. Moi, c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'on me dise le contraire sur ce plateau, mais je continue de penser que... Vous pouvez être dans la mer de terre et être en l'air. Oui, il y a des situations dans la vie où on vous demande d'aller faire recours à telle ou telle autre chose, les choses qui n'ont rien à voir avec l'église, qu'on vous implique dans la tradition. Moi, pour ça, je dis, au départ, moi, je croyais que les deux sont peut-être possibles. Dans votre Bible, il est écrit, je suis un Dieu jaloux. Et c'est ce qui se passe de nos jours, Pamela Fomel. Les gens ne sont pas informés, Charles Hamel. Non. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Vous ne lisez pas la Bible? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Vraiment, les deux marchent ensemble. Il y a les situations où on doit gérer avec l'église. Il y a les situations où on doit gérer avec la tradition. Mais je crois que si le monsieur était neutre, ça veut dire que s'il n'était ni dans la tradition ni dans l'église, on pouvait encore remettre en question son choix. Mais quelqu'un qui est à fond dans la tradition et qui a décidé aujourd'hui de prendre un autre chemin, ça veut dire qu'il a mûrement réfléchi. Il ne marche pas là-bas. Oui, voilà. C'est Dieu qui a le chemin, la vérité. Tout à fait. Donc là, je crois que ça donne notre sens à l'histoire. Et je crois qu'il a pris la bonne décision. La famille doit se concerter, comme les précédents ont dit, la famille doit se concerter. Et je crois qu'il va suivre tout simplement le chemin. Maintenant, reste à savoir qu'il ne refasse plus marche arrière, pas qu'il revienne plus tard. Il dit que non, je me suis heurté quelque part. Je crois que la tradition est, mais il a fallu que je reste dans la tradition et que l'église m'a Merci. Merci, Pamela. On a abominé un chef traditionnel. Oui. Actuellement, qui a tout laissé. Il avait même brûlé une partie dans la chefferie, il allait à l'église. Il est arrivé à l'église, il a été frappé. Il a fait demi-tour pour pouvoir revenir, c'était très compliqué. Actuellement, le village est en lambeaux, il ne veut pas laisser, le village aussi ne veut pas prononcer la sentence pour finir avec lui. On en a deux comme ça là, deux, à l'ouest, à l'heure où je vous parle, où la situation est extrêmement critique. Ils sont même au bord de la folie. Vous ne pouvez pas servir 2 mètres. Les exigences des deux sont différentes. Les exigences des deux sont différentes. Il y a plus de jeunes chez les Bantous qu'à l'église. D'accord. Merci. Non, je ne vais pas. Merci. Les qui sont les vieux. Les vieux. Non, ce sont les vieux qui sont chez les Bantous et les jeunes sont à l'église. C'est pas ça. Ce sont les vieux qui sont chez les Bantous. Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension des agences de voyage
comme solution multiples accidents meurtriers de la circulation dans ce pays. Comment comprendre ces suspensions qui datent de l'époque de Mathusalem, qui n'ont jamais résolu un quelconque problème? À qui fait-on mal? Suivez mon regard. Aux propriétaires ou bien aux populations désemparées, abandonnées, qui n'ont pas beaucoup de choix. Le constat est inquiétant face à la multiplication des accidents de la route et par ricochet du nombre de blessés et de morts sur nos axes routiers depuis le début de l'année 2023. Rien que pour le mois de juin 2023, nous avons recensé plus de 100 morts sur les accidents de circulation signalés au Cameroun. Juillet à août a battu le record des accidents dans cette année. Du sang coule régulièrement sur nos axes routiers. La multiplication des accidents de la circulation et leur cortège de morts défraient la chronique. Des rêves de personnes souvent à fleur de l'âge sont brisés. Des familles anéanties soudainement. Des blessures, des handicaps infligés en vie. L'ampleur du phénomène est telle que la peur nous laisse tomber rien qu'à l'idée de prendre la route. Trop de sang versé sur les routes. Trop de tristesse et de désolation dans les familles des victimes. Trop d'avenirs gâchés suite à des traumatismes subis à la suite d'un accident. Trop de peur dans les esprits des voyageurs. Trop, c'est trop. On recense en plus entre 20 et 50 millions de blessés. Nombre d'entre eux gardent une invalidité à la suite de leurs blessures. Autre tendance forte à relever. Quelques 93% des décès sur les routes surviennent dans les pays à faible revenu intermédiaire. Combien de véhicules de transport en commun ou de marchandises se retrouvent en l'air pour avoir quitté la voie? Les routes sont-elles bien entretenues? Les accidents sont-ils causés uniquement par un mauvais comportement des usagers sur la route? Faut-il alors arrêter de voyager pour être en sécurité? Que font les autorités? Que font les élites? Que font les pouvoirs publics? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. La route numéro 4, Yaoundé-Bafoussam, nouvellement réhabilitée, a enregistré régulièrement des cas d'accidents mortels malgré les dispositifs de sécurité routière mis en place par la gendarmerie nationale pour lutter contre les excès de vitesse et des équipes de prévention routière du ministère des Transports pour organiser des contrôles. Comment comprendre le silence des autorités administratives et forces de maintien de l'ordre? Les policiers et gendarmes de la circulation routière occupent aussi une grande part de responsabilité dans les causes des accidents. Au lieu de sanctionner, ils laissent partir les conducteurs qui ne sont pas en règle et qui commettent des infractions devant eux, juste avec des billets de 1000 francs CFA. Il ne suffit pas de s'acheter un véhicule pour se lancer avec, mais aussi et surtout, il faut vérifier et veiller à son entretien courant. Des pneus usés au point de se confondre aux chambres à air. On en rencontre sur des véhicules qui roulent à tombeau ouvert. Des véhicules dont leur usage a été banni sous d'autres cieux. Transportant à toute allure des passagers, des marchandises, on en croise. Comment ont-ils oublié? Ont-ils pu oublier qu'une route construite selon les normes techniques égale plus de sécurité, moins d'accidents et moins de victimes? Comment comprendre que les panneaux de signalisation ne sont pas trop réfléchissants ou dans certaines situations précises, éclairés ou lumineux? Le Cameroun est un pays de l'indiscipline. Ici, ni le conducteur, ni le piéton ne respectent le code de la route. Chacun ne se préoccupe que de ses intérêts personnels. Le chauffeur double les autres voitures comme il veut, ne se soucie jamais du code de la route. Le Cameroun figure, hélas, dans le peloton de tête des pays africains à fort taux d'accidents mortels. À en croire les statistiques publiées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en 2019, l'Ouganda et le Cameroun sont parmi les pays africains qui enregistrent le plus de morts à la suite des accidents de route. Ces dernières années au Cameroun, souligne cette Commission des Nations Unies, 16 583 accidents de la route et 1500 décès ont été enregistrés en moyenne chaque année. Le risque de mortalité routière dans le pays est estimé à 26,7 personnes pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur à celui des pays de l'Afrique de l'Ouest. Quant aux pertes économiques subies par le Cameroun à cause des accidents de la circulation, elles sont estimées à environ 100 milliards de francs CFA chaque année. Le mal est si profond qu'il se passe rarement une semaine sans que la presse ne fasse écho d'un accident mortel grave survenu sur nos routes. On a même l'impression ces derniers temps qu'il y a une recrudescence du phénomène.
Un Camerounais dans la rue marche comme il veut, ne se soucie jamais du code de la route. Il traverse n'importe où comme s'il n'existait pas de passage pour piétons ou des passerelles. Le passage pour piétons n'est pas respecté par les conducteurs des automobiles. Passons. Nous avons eu l'entrée de Bensikim, moto, taxi, des motos. On a pu contrôler quoi? Dans la gestion, l'organisation, la structuration et la circulation de ces engins à des routes. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, à partir de vendredi, ils sont nombreux, ces mototaximètres qui se mettent en groupe de 10, en groupe de 5, en groupe de 20 pour prendre la route de Yaoundé, avec des motos qui ne respectent pas les normes, pour prendre la route de l'Ouest Cameroun. On les voit chargés, pleins de sacs, nombreux sur l'axe routier. Est-ce que cela a permis? Que font les autorités en charge? Rien. À côté de cette escalade des accidents dans nos cités, il y a la sécurité due aux grands transporteurs qui, parfois par manque de vigilance ou de non-maîtrise du volant, conduit les passagers à faire un séjour dans un hôpital, au pire à se retrouver à 3 mètres sous sol. Plusieurs facteurs expliquent ces accidents de la route, très nombreux, le plus souvent meurtriers. Le ministre des Transports estime entre autres 35% des 10 accidents imputables à l'excès de vitesse. Qu'est-ce qui a été fait? Combien on a multiplié les radars? Si les radars étaient la solution, ont-ils réussi à régler le problème? Que non. Au contraire, chaque fin d'année, on se vante de ceci que la prévention, les radars ont rapporté dans les caisses de l'État des chiffres en milliards. Des causes qui devraient permettre la mise en œuvre d'une stratégie de prévention routière mieux adaptée. Infrastructure routière dangereuse. La conception des routes peut avoir un impact considérable sur la sécurité. Dans l'idéal, il faut concevoir les routes en gardant à l'esprit la sécurité de tous les usagers. Qu'est-ce qu'on fait sur nos axes? Rien. Véhicules dangereux. Il s'agit par exemple d'exiger des fabricants des véhicules le respect des réglementations pour les chocs frontaux, latéraux, l'inclusion du contrôle électronique de stabilité. Tellement de choses qui devraient être faites, contrôlées, mais qui hélas ne sont pas faites. Insuffisance des soins après un accident. Les retards dans la détection des accidents et la fourniture des soins aux blessés augmentent la gravité des traumatismes et les décès. On l'a vu avec le cas de cet influenceur, cet humoriste influenceur décédé sur l'axe de DA. On a perdu plus de temps qu'il ne fallait à filmer, plus de temps qu'il ne fallait à observer, à faire des commentaires, à le mettre dans des positions incongrues. Finalement, il est décédé. Deuxième chose, l'insuffisance de premiers secours, la non-formation des différentes personnes résidant le long des tronçons accidentogènes. Ils devraient être formés aux règles de premiers secours. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Insuffisance de l'application du code de la route. Si les règles en matière de conduite en état d'ébriété, de port de la ceinture de sécurité, de limitation de vitesse, du port du casque et d'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants ne sont pas respectées, elles n'entraîneront pas la baisse escomptée du nombre de blessés. Que voit-on sur nos axes? On interpelle. Le radar a flashé. Au lieu de faire la vérification, qu'est-ce qui se passe? On choco et on continue. Où est passé le dispositif mis en place qui consiste au contrôle des paramètres biométriques des chauffeurs, au suivi des véhicules interurbains par géolocalisation, à la surveillance de l'environnement extérieur et l'intérieur du véhicule à l'aide de caméras intelligentes embarquées et aux pratiques dangereuses? C'est un thème, un concept propre et cher au ministre du Transport qui malheureusement n'a pas suivi. Les réseaux routiers sont ratissés sur leur étendue par voyage à la recherche des obstacles et des points à risque d'accident, des voitures au comportement dangereux et bien d'autres, un ensemble de choses qui devaient être encore faits par le ministère. Hélas, rien. Quel est donc le rôle de ces contrôles musclés? Quelles sanctions prévoit-on contre les agents véreux corrompus qui laissent passer des surcharges? Quel pays sérieux peut-il abandonner le transport aux particuliers? Peut-être ont-ils oublié que le transport public relève de la responsabilité de l'État dans des pays qui ont la chance d'avoir un gouvernement normal. Il faut se déployer pour s'assurer du respect des règles avant la survenance du drame. Les routes méritent d'être arrangées. Le problème est loin, bien loin, trop loin que la suspension. En l'espace de 10 ans, on a suspendu 105 agences de voyage et les mêmes, pour dire 105 fois, les mêmes agences de voyage pour les mêmes causes, les accidents de circulation. Si les suspensions pouvaient régler la question, si le fait d'arrêter le fonctionnement de l'activité pour un mois pouvait régler, on n'aurait pas eu. On ne continuerait plus à avoir des accidents sur nos axes. Le problème est bien loin, trop loin de l'endroit où le gouvernement regarde. Vivement qu'on commence à ouvrir les yeux, qu'on prenne la peine de défricher, de le mettre à disposition et annuler les panneaux, qu'on prenne la peine de nous donner des routes de bonne qualité, qu'on prenne la peine
véritablement à travers le radar, de bien flasher, de bien sensibiliser, de bien frapper pour éviter. Mais hélas, on est en route, non pas pour sensibiliser, mais pour se faire de l'argent. Merci Charles Hamel pour la colère de ce matin, une colère très très importante sur ce plateau. Bombok Bengan, 105 agences de voyage suspendues en 10 ans au Cameroun. Le problème d'accident de la circulation n'a pas été résolu. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces différents accidents de la circulation qu'on enregistre tous les jours au Cameroun? Les mauvais choix d'orientation politique. C'est tout. Il n'y en a pas deux. D'abord, je rends hommage à un aîné, aujourd'hui retraité, Elipo Kamopo, retraité de la CRTV, qui apprenait aux gens, même comme nous qui étions au village, ils ne savaient pas ce qu'on appelait passage clouté. Et quand le jour où tu seras en ville, il y a un endroit qu'on appelle passage clouté. Quand tu veux passer la route, tu fais. Il avait une émission. Il faisait intervenir policiers, gendarmes, gens, tout le monde était là. Donc en fait, une émission d'éducation à la citoyenneté. Mais bon, l'État n'a plus que devoir, peut-être n'a-t-il pas fait des statistiques pour avoir que cette émission avait un rôle social à jouer. Oui. Bon, pourquoi? Je n'en sais rien, peut-être voilà. Mais de toutes les manières, avec ce que Charles Hamel a égrené là, j'ajoute une chose qu'il aime nous dire ici, peut-être qu'il a oublié de mettre ça là. Il y a le problème de vue. Nous avait ressorti une enquête ici où on avait dit que 1000 chauffeurs ont des problèmes de vue. Ouais. Maintenant, sa conclusion renvoie effectivement à une autre sortie d'un ancien secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Donc le successeur de celui qui est là, Jean-Baptiste Bokan. Donc le prédécesseur de Galas et Toga, il avait dit la prévention routière nous a rapporté 2,5 milliards. J'ai dit, mais monsieur le ministre, donc vous avez envoyé les brigades en route pour récolter de l'argent ou bien pour empêcher les accidents. Voilà, comme dit Cancan, voilà ça qui nous attrape. Donc en fait, c'est des mauvais choix. Le Cameroun est arrivé à une situation d'impasse. De l'impasse. Chaque mesure qu'on va prendre, on parlait de la route aujourd'hui, c'est une mesurette. Ça ne sert à rien. Il faut penser global. Et je pense qu'il a donné des axes de solution. Faisons au moins des routes. Lorsque l'État avait dit, le gouvernement avait dit, autoroute Douala-Yaoundé, qu'il fasse l'autoroute Douala-Yaoundé. Au moins, ça aurait amené même les particuliers, tout le monde, à voir un type de véhicule, même nos Tchanglankanglan qui nous amènent nos villages là, on allait les repousser loin. On veut refaire la nationale numéro 3, à côté de ça qu'on fasse. J'allais dire quoi? Kribi, Ebolova, Paracom 2, en face, ainsi de suite. Apparemment, ils nous ont montré le tronçon Kumba Manfé, apparemment c'est fait. Et tout bon. Lorsque le chef de l'État lance le programme des grandes ambitions, la priorité c'était les infrastructures routières. Oui. Lorsque vous faites donc ces infrastructures routières, au moins vous les faites avec la matérialisation qu'il faut, de manière, j'allais dire quoi, la conséquence c'est que ceux qui s'engagent dans l'activité de rémunératrice de revenus pour le cas du transport, ils vont se conformer. Nous les particuliers qui allons emprunter ces voies-là, nous allons nous conformer. Et là, même les mesures qu'on met en place, on se conforme. Mais là où nous sommes dans l'impasse, je pense que le gouvernement a pris cette décision. D'abord, ils ont mis 15 jours, je pense. 15 jours, oui, pour dire que, en fait, pour apaiser les cœurs. Parce que quand il y a mort, et surtout mort tragique, les gens ont le cœur meurtri à ce moment-là. On sait que, d'ici peu, la rentrée scolaire va arriver. Vraiment, on a même quelle agence. La première interdiction, la première suspension de 30 jours n'a duré que quelques jours. 5 jours. Voilà, n'a duré que 5 jours parce que ce sont les autres agences concurrentes. Au lieu de dire que non, nous vraiment on va en profiter, on dit que si vous, ils ne peuvent pas. Nous ne pouvons pas.
nous risquons de faire des accidents nous aussi. Vous voyez, donc au moins il y a cette solidarité-là, mais cette solidarité marque plutôt la défaillance ou alors la faillite des politiques. Je termine par cette phrase du président Paul Biya. Sa première sortie officielle dans Cameroun Tribune du mardi 18 janvier 1983, l'interview réalisée par Henri Bandolo, Paul Biya dit ceci, je cite: en réalité, la rigueur, l'intégrité et la moralisation ne sont pas des préoccupations nouvelles. Elles s'inscrivent dans la trame de notre action comme autant de facteurs de la maîtrise de l'œuvre de construction nationale dans laquelle nous sommes engagés depuis le congrès de Bafoussam en 1980. Maîtrise entendue dans toutes ses dimensions, politique, économique, sociale et morale. Donc, on en est là. Or, j'allais dire quoi? Henry Kissinger, un secrétaire d'État américain, disait: l'essentiel pour un homme d'État, c'est d'éviter les catastrophes à son peuple. Nous sommes encore dans les catastrophes. D'accord. Dominique Autré, comment comprendre le silence des autorités en ce qui concerne les accidents de la circulation? Nous savons que ce n'est pas uniquement les agences de voyage qui font les accidents. Les autres voitures, par exemple, personnelles, font des accidents de la circulation chaque jour. Mais rien n'est fait sur le terrain. On ne parle pas de contrôle routier, on ne parle pas, par exemple, du respect des visites techniques et autres. En tout cas, tous ces éléments qui doivent être mis en œuvre pour stopper les accidents de la circulation. Ah, c'est de Dominique? Ah d'accord, parce que j'ai vu Pamela. Ah d'accord. Bon, les autorités font tant bien que mal ce qu'elles peuvent. Parce que parfois, lorsque vous vous déployez dans la rue, en ce qui concerne les voitures personnelles, vous voyez, vous êtes parfois soumis à des contrôles. On contrôle la visite technique, la vignette et tout, un certain nombre de paramètres pour vous permettre de circuler dans la rue. Sauf que lorsque vous vous rendez coupable d'une infraction au cours de la route, on ne vous punit pas. Malheureusement, je crois que le code qu'on a mis en place qui dit si vous n'avez pas de rétroviseur, si vous n'avez pas de pare-choc, si vous n'avez pas de phare, si vous n'avez pas 2100 francs, 3200 et tout ça, c'est tellement léger, les suspensions sont tellement faibles que on se dit, ah, on va me demander 2500, on va me demander 7000, 5000 à tout casser, 10 000, je vais payer et après je continue simplement ma route. Aujourd'hui, moi je suis pour la suspension de ces agences responsables en partie des accidents de la circulation parce que qu'on le veuille ou pas, bien que la route ne soit pas en bon état, on a des conducteurs qui s'y prennent très mal. Ils sont responsables de l'excès de vitesse. Ce sont les mêmes chauffeurs qui conduisent parfois en état d'ébriété, en disant que ce n'est que lorsque j'ai pris de l'alcool que je peux bien voir la route. Ce sont encore les mêmes qui somnolent au téléphone. Ce sont les mêmes qui ne prennent pas attention à leur véhicule avant de quitter les agences, avant qu'on ne nous dise que ce n'est pas de leur ressort. Le chauffeur n'est pas mécanicien. Voilà, il n'est pas mécanicien, mais au moins il contrôle, non? Il contrôle quoi? Il ne contrôle pas les papiers de son véhicule. Il ne peut pas. On a besoin d'être mécanicien pour voir qu'il y a une roue qui est en train de s'affaisser. Le véhicule appartient à l'entreprise. On ne peut pas, j'estime. Lorsqu'on interpelle un véhicule, on pose au chauffeur papier personnel et permis de conduire. Dossier du véhicule, ce n'est pas le chauffeur qui peut faire le dossier, il peut rappeler l'entreprise, lui dit va, on a déjà géré la route. C'est à l'entreprise de pouvoir faire les papiers, assurance, visite technique du véhicule parce qu'il y a des départements propres et propices pour faire ce type de documents. C'est pas au chauffeur. Il y a des paramètres qui entrent en jeu qui font qu'on n'a pas besoin d'être technicien, mécanicien pour voir que ici, cette voiture démarre mal. On n'a pas besoin d'être mécanicien pour voir que quand on met le contact, la batterie fait un bruit bizarre ou bien que la roue est en train de s'affaisser. De quelque façon que ce soit, ces différents chauffeurs ont une fine responsabilité avant de prendre la route avec ces véhicules. Donc, quand ils constatent que les pneus ont la tête de Manu Dibango, il peut décider de ne pas partir. Peu importe la sanction qu'on va leur s'ils décident de ne pas partir, ce qui est sûr, c'est qu'on va chauffer sa place
On va le licencier. Écoutez, on va le licencier, on va trouver un autre chauffeur. Ça veut dire qu'elle est complice aussi. Oui, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on veut avoir des chauffeurs qui disent que, cher patron, je ne peux pas prendre la route parce que le véhicule, là, le ventilateur ne donne pas bien, je dois toujours m'arrêter pour mettre de l'eau. Je ne sais pas comment ça se passe dans la voiture, hein. Vraiment, excusez-moi. Oui. Donc, ça coule, le carburant finit vite et tout ça, le frein... Il faut purger tout le temps pour que ça prenne. Si vous ne dites pas ça, de peur qu'on ne vous licencie, alors vous êtes coupable de meurtre. Le conducteur qui devait prendre le train, qui appelé, l'avait refusé. Voilà. Il a dit dans ce cas, je ne sais pas. Ça ne peut pas donner. On a pris son collègue, il est venu, il a tué les gens en route. Voilà. Mais au moins, lui, au moins, il dort tranquille. Voilà. Il a la paix. Donc oui, les chauffeurs ont des responsabilités, plus encore les agences. Suspendre les agences, ce n'est pas tout. Après la suspension, il faut s'asseoir et regarder ce qui ne va pas. Oui. Parce que oui, la route n'est pas bonne, mais si vous allez à une vitesse raisonnable, vous aurez le moins d'accidents possible. L'état des bus, par exemple. Oui, là, Charles Amel dit que ça incombe à la responsabilité incombe à l'agence. Oui, donc c'est pour ça qu'après avoir suspendu les agences, le ministère en charge des transports doit faire un travail de veille pour savoir ce qui ne va pas. Est-ce que les chauffeurs sont recyclés? Dans d'autres pays, on a du mal à entendre ce genre de choses parce qu'il y a un contrôle permanent, un travail permanent avec les différentes entreprises chargées du transport et tout ça. Oui. Donc, il faut travailler là-dessus et maintenant, il faut avoir des routes aménagées pour pouvoir éviter également les accidents. Nos principaux axes, les routes qui mènent dans nos différentes agglomérations ne sont pas éclairées. Les routes ont des trous partout. Il y a la brousse un peu partout. On a du mal à négocier les virages avec ce genre de route. Oui. Donc, il y a un travail à faire à tous les niveaux, mais les responsabilités sont partagées. Donc, si vous êtes un chauffeur et vous êtes conscient, vous sentez votre véhicule et vous voyez que ça ne fonctionne pas, au risque de vous faire renvoyer, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Si on avait au moins 3 chauffeurs qui disaient non, on aurait des agences qui fonctionneraient autrement. Mais comme on n'a que des Judas un peu partout, vous allez refuser, on prendra quelqu'un d'autre. Vous sentez tout sur les chauffeurs. Vous voyez, vous revenez à la même chose, vous centrez tout sur le chauffeur. Lorsque vous prenez l'axe Lou-Douala-Yaoundé, vous allez vous rendre compte qu'à l'heure où je vous parle, tous les panneaux sont dans la broussaille. Oui. Comment le chauffeur fait pour lire les panneaux? C'est 60, c'est fin de 60. Fin de 60, limitation de vitesse. Là où c'est penché, comment c'est le chauffeur qui va descendre le véhicule, aller redresser? Ce n'est pas la faute du chauffeur. Personne ne leur demande. Si on avait donné des bonnes routes aux largeurs normales, nos routes n'ont pas de largeur normale. Nos routes ont des largeurs anormales. Laissons les axes routiers, restons dans le domaine. Là, on parle de la suspension. Les piétons, Dominique Oté, vous avez le trottoir à Douala? Non, monsieur. Vous avez le trottoir à Douala? De piétons? On ne l'a pas encore restitué. Non, vous avez le trottoir à Douala? Non. La rue de la Casse, vous avez le trottoir? Non. Hein, quoi, Bonanjo, vous avez le trottoir? Vous avez le trottoir? C'est confisqué. Quelles sont les premières mesures à prendre? Libérer le trottoir pour permettre aux piétons de circuler normalement. Le trottoir occupé par quoi? Par des kiosques qui prélèvent l'argent des impôts, l'impôt libératoire sur le kiosque. C'est la même. La mairie. Vous vous rendez compte, la première responsabilité, c'est le gouvernement. On n'a pas de routes de bonne qualité. Le gros porteur, c'est 2,80. 2,80, 2,80 pour la largeur de la route de combien? Vous allez vous rendre compte que même sur nos axes, nous, on n'a pas de trottoir. Oui. Même sur nos axes, nous, on n'a ni trottoir ni rigole. Oui. Sur nos axes, nous, on n'a rien. Ça suppose qu'on nous donne déjà un matériel défectueux. On nous donne déjà une route défectueuse à la base. La visibilité. Nous avons des soucis de visibilité. Trop de broussailles. L'argent, les frais de cantonnage sont donnés pour défricher, nettoyer, aménager les abords. Est-ce que c'est respecté? Que non. Que non. On va venir suspendre l'agence sans écouter le chauffeur. Il n'y a pas une commission pour écouter le chauffeur. Monsieur, dans quel contexte cet accident est arrivé et tout. Le premier a dit, lorsque la gendarmerie est arrivée, il a dit, c'est les freins qui m'ont lâché. On avait signalé. On avait signalé. Pourquoi avoir pris le véhicule? On posait la question de pourquoi. Chacun veut préserver son gagne-pain. Ah, d'accord. Chacun veut préserver. C'est à tort, ça pourrait être lui. C'est à tort, mais écoutez. C'est père de famille. Vous voulez revenir sur la question
Non, ça c'est l'engagement. Mais l'entreprise qui, elle, laisse un chauffeur qui a signalé un véhicule comme ça, elle est bien. C'est le chauffeur qui doit dire non. Le chauffeur doit dénoncer. C'est le chauffeur qui doit dire non. Le chauffeur doit dénoncer cela, Charles Hamel. Vous voyez que vous ramenez, vous jouez le jeu du gouvernement. Non. Si vous êtes en train de jouer le jeu du gouvernement, parce que là, vous êtes au volant. Le problème, ce n'est pas nous. Adapter la conduite à l'état de la chaussée. Non, même si la chaussée est mauvaise, adapter, mais rouler tranquillement, même si les véhicules sont en panne. Mais non. Le service public, je ne peux pas entrer dans un taxi qui fume. Je ne peux pas entrer dans un taxi, donc je ne peux pas baisser ni monter les vitres. Oui. Hein? Oui. Pourquoi je ne peux, moi déjà passager, ils sont combien qui bâchent? On interdit le bâchement, non? Oui. Combien sont sur les motos? 4, 5, 6, 8 le matin. Ils sont combien? C'est tous les chauffeurs. Ok, pourquoi vous êtes chauffeur, vous êtes convaincu que le véhicule n'est pas juste? Pourquoi on prend la route? C'est aussi ça, non? Si vous ne voulez pas entrer dans un véhicule où on fume. Chauffeur, vous êtes conscient que le frein de votre véhicule ne fonctionne pas. Portez les enfants des gens dans votre véhicule et prenez le risque d'arriver ou de ne pas arriver. Moi, je pense que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Ça ne sert à rien de suspendre ces agents. Moi, j'ai toujours été contre la suspension, mais j'ai toujours estimé que ce sont des mesures conservatoires parce qu'il y a des comédiens qui sont décédés sur la route. Ils n'étaient pas dans les agences de voyage, ils n'étaient pas dans les bus de transport en commun, ils étaient dans leur véhicule. C'est-à-dire que le problème est ailleurs. Le problème, c'est les routes. Il faut arranger les routes pour permettre aux Camerounais de se déplacer. Je crois qu'en période de Covid-19, on a vu la mobilisation qu'il y avait pour lutter contre la maladie. Il y avait des affiches un peu partout. Pourquoi lors des campagnes électorales, on voit les affiches partout, mais sanctionner et fermer les agents de manière définitive. Lorsqu'on a établi que sur une flotte de 100 véhicules, vous avez 60 véhicules qui présentent des défauts techniques. Merci, on ferme définitivement. C'est là à quoi on doit arriver. Merci Charles Hamel. Nous allons prendre une pause et on revient pour la deuxième.